Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir pris le rendez-vous. Ce rendez-vous est un tout petit peu exceptionnel parce qu'on a l'habitude de faire nos webinaires le vendredi à la même tranche horaire, mais aujourd'hui, on a eu un décalage parce qu'il fallait quand même se conformer à certaines exigences professionnelles. Donc, merci encore de votre disponibilité. Et le webinaire du jour, bien sûr, vous avez la thématique. La thématique du jour qui va être orientée autour de la détection et la prévention de la fraude en marché public, animé bien sûr par M. Demba Sawari Ndiaye, que vous connaissez pour la plupart déjà, auteur du livre qui a beaucoup sauvé certains, Contrôle des marchés publics. Il pourrait bien sûr, si le temps le lui permet, de faire une petite présentation, ça ne gênerait pas. Et il est spécialiste en marché public et spécialiste en audit et contrôle de gestion. Donc, il va être avec nous pendant 1 heure. Euh, 30 minutes pour sa présentation plus ou moins et 30 minutes pour vos questions, vos réponses, vos diverses préoccupations. Donc, format habituel, rien ne change. Et je vais souhaiter une fois encore la bienvenue et merci à M. Ndiaye d'avoir accepté l'invitation et il a la parole, il pourra démarrer sa présentation. Merci M. Ndiaye, c'est à vous maintenant. Merci, Monsieur Akibo. Donc, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous bien. Donc, comme l'a dit Monsieur Akibo, moi, c'est Demba Saware Ndiaye. Donc, je suis spécialiste en marché public et ancien de l'AGEROUTE Sénégal. AGEROUTE, c'est une agence d'exécution des travaux et d'entretien des routes. Et aussi actuellement en poste à la Banque centrale, BCEAO, donc comme chargé de passation des marchés. Je suis aussi l'auteur de l'ouvrage Contrôle des marchés publics. Donc, je vous remercie donc pour la participation. Aujourd'hui, nous allons parler donc de la détection donc, et de la prévention de la fraude dans les marchés publics. Donc, je vais tenter d'animer donc ce thème. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup d'experts, mais je vais faire ma part et après, on va échanger. Donc, comme on a 30 minutes de présentation, donc je pense qu'on va essayer d'aller vers l'essentiel, donc de retenir que l'essentiel. Comme vous le savez, les marchés publics, donc c'est un contrat écrit à titre onéreux, donc pour les acquisitions de biens, de services et de travaux. Et dans le cadre de notre vie quotidienne, donc on paye des impôts, donc soit des impôts indirects, donc avec la TVA, soit des impôts directs. Et ces impôts-là vont dans la caisse de l'État. Et c'est ce que l'État utilise donc, pour construire des routes, construire des hôpitaux, etc. Ou bien soit par l'endettement. Donc, avec l'endettement aussi, l'État utilise l'argent des deniers publics donc, pour construire des hôpitaux et construire des routes. Donc, pourquoi la fraude donc, pourquoi la fraude dans les marchés publics elle est grave? C'est parce qu'il s'agit de deniers publics. Donc, quand vous prenez l'argent de votre grand frère, là, on peut considérer que c'est moins grave. Mais quand vous prenez l'argent du contribuable, donc qui est payé à travers les droits de douane, ou bien les impôts indirects qui est la TVA, ou bien les impôts directs, donc prélevés sur le salaire, là, vous prenez l'argent de toute la population. Donc, raison pour laquelle la fraude dans les marchés publics donc, est d'une gravité extrême. Donc, aujourd'hui, donc, nous allons aborder ce thème, donc, qui est la fraude dans les marchés publics. Et si vous observez bien dans le cadre de vos structures de régulation, donc de vos pays, il y a souvent une liste rouge, donc des entreprises qui sont exclues des procédures de passation des marchés. C'est souvent à cause des fautes. Et si vous voyez bien aussi, généralement, ce n'est pas une très longue liste. Donc, j'ai eu la chance de visiter donc, certaines listes. Généralement, la liste n'est pas très longue parce qu'il est difficile en fait de détecter aussi les fraudes dans les marchés publics. C'est aussi de la part des bailleurs de fonds aussi, donc ont aussi des listes rouges. Et si vous voyez bien au niveau des critères donc pour participer aux appels d'offres, donc il y a ces critères-là. Donc il ne faut pas être sur la liste rouge des entreprises, donc exclu des procédures de passation des marchés. Donc raison pour laquelle donc on peut dire que la faute dans les marchés publics est d'une gravité extrême. Et pour qu'il y ait une faute
donc dans les marchés publics, ou bien fraude généralement, donc il faut 3 éléments. Donc il y a l'élément légal. Donc il ne peut pas y avoir de faute donc sans texte répressif. Il y a un deuxième élément donc, qui est important, qui est l'élément matériel. Donc la fraude doit être matérialisée par l'existence de preuves. Et le troisième élément, donc, qui est l'élément moral, donc la fraude suppose la conscience et la volonté donc, d'accomplir un acte. Sur le premier élément, l'élément légal, donc, normalement, il faut un texte répressif. Il faut un texte qui interdit l'acte. Donc, pour qu'il y ait faute, donc, il faut un texte répressif. Deuxièmement, il faut l'élément moral. Si vous allez au supermarché avec votre enfant, donc qui prend un sachet de biscuits, bon, si vous ne voyez pas l'enfant et l'enfant le met dans sa poche, si vous sortez, donc on peut vous attraper. Donc il y a l'élément légal, parce que c'est interdit. Il y a l'élément matériel, parce que l'enfant a pris le sachet de biscuits. Mais il n'y a pas l'élément moral, parce que c'est un enfant qui ne connaît rien. Donc il faut que ces 3 éléments-là donc, soient réunis pour qu'il y ait fraude. Il faut aussi l'élément matériel, qui est l'existence de faute. Et c'est très difficile dans les marchés publics. Hein. Dans le cadre des audits, donc vous pouvez voir qu'il y a fractionnement, mais ou bien que c'est la même entreprise donc, qui a déposé les 3 offres, si vous recevez 3 offres, parce que vous avez les mêmes écritures, à peu près le même format, mais vous n'avez pas les preuves tangibles en fait pour le prouver. Donc, raison pour laquelle il est important aussi donc, d'avoir cet élément, donc, qui est la preuve. Donc, en résumé, pour qu'il y ait faute, il faut 3 éléments. Il faut l'élément légal, il faut un texte qui est l'interdit. Il faut l'élément matériel, donc l'existence de faute, et l'élément moral. Donc, il faut aussi l'intention. J'espère que ce n'est pas rapide. Donc, ce sont les 3 éléments donc, à retenir. L'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. Donc, les motivations des fraudeurs. Donc, il y a 3 éléments aussi. Il y a le besoin, il y a la rationalisation et il y a l'opportunité. Donc, le besoin, donc raison pour laquelle donc, chez les spécialistes en passation des marchés, normalement, les spécialistes en passation des marchés doivent être bien payés parce qu'ils sont exposés à des risques énormes. Donc, si vous avez un spécialiste en passation des marchés donc, qui ne gagne pas énormément, logiquement, il y a un besoin. Donc, quand il y a un besoin, donc, ça augmente le risque de faute. Donc, il y a ce premier élément, le besoin. Il y a la rationalisation. Donc, la rationalisation, donc, c'est plus lié à l'éducation, donc à sa conception. Donc, si vous dites que si vous prenez 100 000 francs, ou bien si vous encaissez 100 000 francs de cadeau ou 200 000, ça ne fait rien. Si vous l'avez intégré, ça veut dire qu'il y a la rationalisation. Donc, il est facile pour vous aussi de frauder. Et il y a le troisième élément, donc, qui est l'opportunité. Donc, si vous êtes dans une structure donc, où vous êtes seul, donc vous n'êtes pas encadré, donc il y a cette opportunité de frauder. Donc, s'il y a cette opportunité, s'il y a un besoin, donc vous avez besoin d'argent parce que votre épouse est malade, consciemment, vous dites que si vous prenez 100 000, 500 000 francs pour soigner votre femme, ça ne fait rien. Il y a un troisième élément. Opportunité, donc vous êtes dans les marchés publics, par exemple, de construction de routes, qui parle de routes, parle de milliards. Donc, il y a l'opportunité. Il y a ces 3 éléments réunis. Et donc, si ces 3 éléments sont réunis, donc il est facile pour vous de frauder. Donc, raison pour laquelle donc, les motivations des fraudeurs en résumé sont 3. Il y a le besoin, il y a l'opportunité et la rationalisation. Pour retourner un petit peu en arrière, donc pour les retardataires, donc pour qu'il y ait fraude aussi, il y a 3 éléments. L'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. Maintenant, souvent dans les structures, donc il y a les auditeurs qui viennent auditer. Et il faut aussi essayer de connaître la responsabilité de l'auditeur donc face à la faute. L'auditeur n'a pas vocation à détecter la faute. Normalement, l'auditeur, donc quand il audite, il a vocation à détecter les risques de faute. Maintenant, après, dans le cadre d'une mission d'inspection, donc c'est en ce moment-là qu'on va
qu'on va voir s'il y a réellement fraude ou pas. Généralement, même dans vos structures de régulation, donc il y a des cellules d'enquête, il y a des cellules d'inspection. L'auditeur, dans le cadre de ces audits, donc l'auditeur détecte certains risques de faute et après remise du rapport donc, à l'autorité de régulation, donc après, généralement, il y a des enquêtes approfondies donc, qui sont menées donc, pour détecter la faute, pour faire des enquêtes, faire des analyses. Donc, sachez que donc, dans le cadre des normes d'audit, parce que l'audit est encadré, donc l'audit interne donc, est encadré par les normes IA. L'audit externe aussi est encadré par les normes ISA. Donc, il y a les normes INTOSAI aussi pour les audits publics. Donc, l'audit est une profession qui est normée. Et l'auditeur n'a pas, dans le cas de ces audits, il peut bien sûr détecter les fautes, mais il n'a pas vocation à détecter les fautes. Donc, c'est plus de détecter les risques de faute. Donc, nous allons voir donc quelques exemples donc de fautes dans les marchés publics. Donc, les exemples qui sont fréquents. Donc, pour avoir l'important sur la détection et la prévention de la fraude dans les marchés publics, dans le cadre d'un master d'audit et de contrôle de gestion, donc du CESAC, qui est l'école de la BCAO, et un autre master portant sur la gestion des risques dans les marchés publics. Et dans le cadre de mes études, donc, la faute la plus fréquente, c'était la production de fausses attestations de bonne exécution. Donc, avant d'attribuer donc, un marché, le soumissionnaire donne des références similaires. Et généralement, donc, les soumissionnaires falsifient en fait ces attestations de bonne exécution. Donc, raison pour laquelle, pour certaines structures, à partir d'un certain montant, donc, ils font une circularisation. C'est-à-dire, si vous me donnez une attestation de base consulting, avant de vous donner le marché, si c'est un marché important supérieur à 500 milliards, donc, je dois écrire donc, à base consulting pour vérifier l'information. Donc, il est important aussi d'avoir ces systèmes de contrôle là dans les marchés publics. L'autre type de faute qui est aussi fréquent, donc, ce sont les critères orientés. Donc, généralement, dans les dossiers d'appel, donc, des critères donc, à un certain nombre de fournisseurs. Donc, ce qui fait que pour que ces fournisseurs puissent gagner le marché, ça sera très facile. Donc, il y a les critères orientés, donc, qui est une faute donc, qui est très fréquente aussi dans les marchés publics. Donc, donc l'autre faute que vous connaissez, donc c'est le fractionnement. Donc, on est obligé d'ouvrir donc les consultations, de faire un appel d'offres ouvert. Donc, on peut fractionner donc les montants des marchés, donc dans le but donc à un soumissionnaire donc privilégié. Donc, pour exemple, donc on a ces types donc de fraudes là donc dans les marchés publics. Et nous allons venir donc à l'essentiel. Je pense qu'il nous reste 13 minutes. Pour voir les outils de détection et de prévention de la faute dans les marchés publics. Et parmi les outils donc, de détection de la faute dans les marchés publics, nous avons les indicateurs de faute. Donc, souvent, nos autorités de régulation, ils font ce qu'on appelle des revues de conformité, pour voir si les marchés passés sont conformes au texte. Mais dans le cadre d'un audit de faute, on va mettre en place ce qu'on appelle des indices de faute. Donc, ce sont des éléments dont la présence donc, révèle donc, une suspicion de faute. Si vous voyez ces indicateurs présents dans les marchés publics, on peut dire qu'il y a une faute. Et pour cela, nous allons essayer de présenter un tableau. Je pense qu'il faut... Donc, c'est le tableau qui va résumer toute la présentation. J'espère que l'écran est lisible. Vous voyez? OK, super. Donc, le premier élément, donc, il est là, c'est d'identifier des indicateurs de faute dans les marchés publics. Donc, il y a certains indicateurs de faute qu'on peut mettre en place. Donc, avec un d'entretien, il y a quelques indicateurs de faute. Je vais vous donner quelques indicateurs de faute.
est-ce que, donc, lorsqu'on lance, c'est utile un marché pour lequel une seule offre est conforme aux souhaits de l'autorité? C'est-à-dire, si vous lancez un appel d'offres publié dans les journaux, vous donnez 30 jours, à la fin du délai, donc vous recevez une seule offre. Là, ça veut dire qu'il y a un indicateur faute. Ça ne veut pas forcément qu'il y a faute, il y a un indicateur. Un exemple. Si Bass Constitue est le seul au Sénégal à dispenser des chips qui a en direction négociée, c'est un appel d'offres qu'il y a une situation de monopole, Bass faisait n'importe quel prix et vous serez à peu près obligé de le marché. Donc, c'est pas tout à fait en raison. C'est un indicateur de faute qui est là. Donc, pour indicateur de faute, c'est-à-dire après la signature du marché, il y a plusieurs ans. Pas dire qu'il y a faute, mais il y a un indicateur de faute. Donc, il faut donc, l'étude. Comme tout exemple, indicateur faute, nous avons dans les demandes de renseignement des prix, donc on consulte souvent plusieurs fournisseurs. Et ensuite, on s'en rend compte que sur plusieurs années successives, donc, sont les mêmes fournisseurs qui reviennent. Donc là, ça veut dire qu'il y a un indicateur de faute qui est là. Ou bien un indice de faute. Comme autre aussi exemple d'indice de faute, on a la fréquence élevée des ordres de modification. Donc, vous dites un alpha, donc 2 jours, donc vous faites le rectificatif, donc vous changez cette pas d'indicateur de faute. Donc, l'exemple laquelle, dans le cadre des audits, nous avons un cas de détection d'indice et c'était les indicateurs de faute, donc présents dans le processus de passation des marchés. Donc, les outils pour les détecter sont là. Donc, premièrement, on utilise un guide d'entretien pour détecter les indicateurs de faute. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, donc, on fait une cartographie des risques de faute. Je pense que le cabinet Bass Consulting organise souvent des séminaires donc, portant sur la cartographie des risques. Et pour cela, il faut identifier les risques de faute qu'on a dans le processus de passation des marchés, comme aussi exemple d'indices de fraude dans les marchés publics ou bien des risques de fraude dans les marchés publics. On a le risque de production de fausses attestations de bonnes exécution, par exemple, donc qui est un risque de fraude important. Donc, on identifie ce risque, on l'évalue. Donc, en fonction de la probabilité et de la gravité du risque. Ensuite, on détermine, identifier le contrôle donc, qui est mis en place pour neutraliser ce risque. Et à la fin, on détermine le risque résiduel. Donc, si c'est un risque important, donc on le recense. Donc, on recense tous les risques de fraude importants dans les marchés publics. Donc, on a la première méthode donc, qui est d'identifier donc, les indices de fraude présents dans le processus de passation des marchés. Deuxième méthode, donc, on fait une cartographie des risques de fraude. On identifie les risques de fraude. Troisième méthode, on fait l'audit de conformité. Donc, c'est ce que les autorités contractantes, bien les autorités de régulation ont l'habitude de faire. C'est de voir si le processus de passation des marchés respecte les dispositions donc, du code. On fait une revue de la structure organisationnelle, donc, qui est la cellule de passation des marchés. Donc, il faut faire donc, la revue bien, de l'organisation de la cellule de passation des marchés, de la commission des marchés. Et ensuite, donc, on fait la revue des procédures de passation des marchés. Donc, on prend les appels d'offres, les consultations de prix et les demandes de renseignement de prix pour voir s'ils sont conformes donc, aux procédures de passation des marchés. Et à la fin, donc, on détermine donc, les non-conformités. Donc, c'est la troisième méthode. Première méthode, donc, on a identifié les indicateurs de faute. Deuxième méthode, on a identifié les risques donc, de faute
importantes. Troisième méthode, donc on a identifié les non-conformités. Nous allons passer à la quatrième méthode, qui est l'évaluation du contrôle interne. Vous savez, dans une structure, il y a un dispositif de contrôle interne qui est là. Il y a l'environnement de contrôle, qui est par exemple les caméras de surveillance, qui font partie de l'environnement de contrôle. Il y a l'organisation, il y a l'organigramme, qui font partie de l'environnement de contrôle. Donc, il y a le manuel de procédure aussi, qui fait partie de l'environnement de contrôle. Il y a les activités de contrôle, c'est-à-dire les niveaux hiérarchiques de validation. Il y a les deux signatures, donc, qui font partie de l'environnement de contrôle. Il y a la manière dont l'information est diffusée, donc, qui fait partie de l'environnement de contrôle. Et il y a le dispositif aussi de contrôle interne, qui est l'auditeur interne, qui fait partie de l'environnement, qui fait partie aussi des dispositifs de contrôle. Donc, ce point consiste à évaluer donc, ce dispositif de contrôle interne et pour voir les faiblesses de contrôle interne. Donc, on peut voir les faiblesses de contrôle interne. Donc, ce qui fait qu'avec ces 4 méthodes, on a identifié donc, les risques de faute. Donc, je descends un peu. On a identifié les risques résiduels de fraude présents dans le processus de passation des marchés. On a identifié les indicateurs de faute. On a identifié les non-conformités. Et enfin, on a aussi identifié les faiblesses de contrôle interne. Vous avez ces 4 mots. Alors qu'un audit classique permet juste d'identifier les non-conformités. Et dans le cas de cette méthode de détection de faute, on a identifié les indices de faute. On a identifié les faiblesses de contrôle interne. On a identifié, après faiblesse de contrôle interne, les non-conformités. Après, on a identifié les risques donc, résiduels importants de faute. On a ces 4 éléments. Donc, ce sont ces 4 éléments qu'on va utiliser pour faire l'enquête et l'inspection. Donc, quand on a un risque de faute donc, important, donc résiduel important, il faut approfondir en faisant une enquête ou bien une inspection. Quand on a des non-conformités aussi très importantes, il faut approfondir. Quand on a des faiblesses de contrôle interne très importantes aussi, il faut aussi approfondir. Donc, quand on a ces 4 éléments réunis, donc on fait l'enquête ou l'inspection pour approfondir. J'espère que vous me suivez jusqu'ici. Comme là, on présente et après, il y aura des échanges. Sans problème, on vous suit parfaitement. Ok, super. Pour réduire donc, les risques de faute, il faut, pour prévenir en fait, ou bien pour prévenir les fautes donc, dans la passation des marchés, il faut dans un premier temps réduire donc, les risques de faute inhérents au processus de passation des marchés. Dans un premier temps, on a identifié les risques, on les a évalués. Finalement, on a sélectionné les risques les plus importants. Et quand on sélectionne les risques les plus importants, donc on formule des recommandations pour atténuer ces risques. Donc, ce sont ces recommandations-là qui permettent de prévenir donc, les fraudes dans les marchés publics. Quand, dans l'évaluation des risques, on voit qu'il y a un risque important de falsification des transaction de bonne exécution avec l'intelligence artificielle. Dans les recommandations, on met en place une recommandation qui permet d'atténuer ces risques. Et comme recommandation, on peut dire, pour les marchés supérieurs à 500 millions, il faut vérifier donc, la véracité de l'attestation de bonne exécution. Il faut contrôler l'attestation de bonne exécution. Il y a un dispositif de contrôle qui est là. Donc, il y a une recommandation qui permet de réduire le risque de faute. Deuxièmement, donc, il faut améliorer le contrôle interne. Après avoir détecté les faiblesses de contrôle interne, donc, il faut proposer des recommandations donc, pour améliorer le contrôle interne. Comme faiblesse de contrôle interne, on a le fait que, par exemple, les tâches soient manuelles. Comme recommandation, on peut mettre en place un processus de digitalisation. Donc, pour permettre donc d'améliorer le contrôle interne. Donc, il y a aussi ça comme recommandation. Ensuite, comme autre recommandation, nous avons la conformité aussi, donc au texte. Vous savez, le texte aussi, donc c'est un dispositif de contrôle qui est là. Après l'audit, donc on a détecté des points de non-conformité. Donc, il faut tout faire donc, pour ne plus répéter donc, ces non-conformités.
On a l'habitude donc de donner un délai de 30 jours, donc pour de 25 jours pour les appels d'offres au lieu de 30 jours. Donc, il y a l'audit qui a détecté ce point de faiblesse. Donc, il faut des recommandations. Il faut se conformer au texte. Donc, à partir de maintenant, on va se dire qu'on va donner un délai de 30 jours. Donc, quand on fait ça, ça permet de réduire donc, le risque de fraude dans les marchés publics. Parce que les textes aussi, il ne faut pas oublier, donc les textes aussi sont faits sur cette base. Donc, les textes permettent de réduire donc, les fraudes dans les marchés publics. Et ensuite, il faut copier donc, les bonnes pratiques internationales. Donc, comme bonnes pratiques internationales donc, dans les marchés publics, nous en avons plusieurs. Donc, on peut en citer code de conduite. Certains pays, comme là, par exemple, le code de conduite, c'est donc, chaque acteur de la passation des marchés, donc, si la charte d'éthique et de transparence, généralement, est signée par les marchés des papiers. Mais ici, le problème en est que la n'est pas signée par les autres acteurs. C'est qui sont au niveau des assistantes. Donc, si je prends comme référence, la plupart des fautes, donc, elles viennent donc, à ce niveau. Au niveau du bloc du courrier et de la personne chargée de reproduction ou bien des rapports de variation. Donc, c'est par là en charge. Parce qu'il y a aussi des clients, donc, il faut mobiliser donc, sur les sanctions prévues. Si je prends le cas du Sénégal, donc il y a plusieurs sanctions. Il y a par exemple 5 à 10 ans de travaux forcés pour détournement public, 10 ans donc, de travaux forcés pour faux et usage de faux, 1 à 5 ans de prison plus amende donc pour abus de confiance. On a 2 à 5 ans de prison pour des faux. On a la prison pour enrichissement illicite. On a retenu des travaux forcés. Il y a des sanctions qui sont prévues. Si je prends l'exemple du Sénégal. Comme autre recommandation, c'est la dématérialisation des processus de passation de marché. Donc, pour dématérialiser le processus de passation de marché. Il y a des pays qui ont commencé le processus. Donc, le cas du Sénégal avec pour dématérialiser le processus, vraiment limiter les fautes dans pour participer donc la société civile. Il y a un membre de la donc, qui intègre les régulations des marchés et litiges, et donc la société puisse participer au processus de marché. Ensuite, comme autre recommandation, aujourd'hui, si je prends le cas de mon bureau, donc le BIC, qui est au niveau de la Banque centrale, toutes les banques ou bien institutions donc, de mieux accès. Donc, ça, mais si on a un crédit, donc au niveau de la CBAO, donc pour un autre crédit, ou bien l'autre banque d'informations sur le crédit, on peut avoir des informations Monsieur Ndiaye, ça crache un peu, qui n'est sûrement dû à votre connectivité. aujourd'hui exécuté. Donc, Les propos sont un allô? peu hachés. Je pense que c'est dû à votre connectivité. Les propos sont un peu hachés, quoi. Je pense que c'est dû à votre connectivité. Ah, d'accord. À partir de quel moment? Bon, récemment, mais on peut Allô? continuer quand même. Oui, ça va, C'est mais bon ça maintenant, va oui. mieux maintenant, mais vous pouvez continuer, je pense. D'accord.
Donc, j'étais sur l'analyse des données. Donc, il est important aussi, donc, surtout avec l'intelligence artificielle, d'analyser les données. Donc, j'ai donné l'exemple du bureau d'information sur le crédit, donc dans le secteur bancaire, donc, qui est un dispositif donc, qui permet de centraliser donc, l'ensemble des données donc, des acteurs du crédit. Et on n'a pas ce genre de dispositif dans le secteur des marchés publics. Donc, je disais qu'avec le bureau d'information sur le crédit, si une personne a des crédits dans une structure, donc arriver dans une autre structure, donc cette structure-là a la possibilité donc, de consulter donc, les informations du client à partir du bureau d'information sur le crédit. Ce genre de dispositif-là, on n'en a pas en fait au niveau des marchés publics. Donc, il est important d'avoir ce genre de dispositif, surtout une liste noire donc centralisée. Donc, ce qui fait que si Bass Consulting donc, a fait une faute, par exemple, au niveau du Bénin, donc arrivé au Sénégal, donc j'ai accès à une base de données, donc qui va me permettre de moi aussi blacklister Bass Consulting. Je pense qu'il y avait une liste rouge donc de lui et moi, mais qui n'est pas peut-être souvent mise à jour. Comme autre bonne pratique internationale aussi, donc pour réduire les risques dans les marchés publics, nous avons les mécanismes de signalement. Le Sénégal, il y a quelques semaines, donc, a voté donc, une loi sur le signalement. Donc, les possibilités, en fait, ces là sont protégés. Donc, ce qui donne la possibilité de signaler donc, certains cas de faute. Je donne le cas du Sénégal que je dis à l'FNAC, l'Office national de contre la faute. Donc, si vous avez identifié un cas de faute, vous pouvez écrire à l'OFNAC pour alerter donc, sur le cas de faute. Et il y a une loi qui vous protège. Il y a même possibilité donc d'avoir un retour sur ça. Donc, si c'est par exemple un montant qui est saisi, donc il y a possibilité aussi d'avoir un gain sur ce montant, ce qui est très débattu au Sénégal. Donc, certains disent que est-ce que c'est très pertinent? Je pense qu'il y a lieu d'y réfléchir. Euh, donc, je pense que c'est bon, hein, de manière résumée. Pour détecter les fraudes dans les marchés publics, il faut identifier les risques de fraude dans les marchés publics. Identifier les risques de fraude dans les marchés publics. Donc, il faut faire donc, sur la base de certains outils, l'entretien, l'analyse documentaire. Il faut identifier les risques de fraude, les évaluer et déterminer les risques résiduels de fraude importants dans les marchés publics. Ensuite, il faut évaluer le contrôle interne, identifier les dispositifs, les faiblesses du contrôle interne. Après cela, il faut identifier les indicateurs de fraude et pour finir, par identifier les non-conformités. Donc, si à la fin, vous avez les risques de fraude importants dans les marchés publics, les non-conformités, les faiblesses de contrôle interne, les indices de fraude, et là, sur cette base, donc, il y a possibilité de faire une enquête, une inspection pour confirmer la faute. Donc, pour confirmer la faute, donc, il faut revenir sur ce qu'on avait dit au début des explications. Il faut 3 éléments. Il faut l'élément légal, donc il faut un texte répressif. Il faut l'élément moral, donc il faut que la personne soit consciente de la faute. Il faut l'élément matériel, donc il faut la preuve. Et on avait dit que les fraudeurs, en général, il y a 3 motivations. Il y a le besoin, il y a l'opportunité et la rationalisation. Et pour réduire donc, les risques de fraude, eh bien, pour prévenir les fraudes dans les marchés publics, il faut réduire les risques importants de fraude. Il faut un contrôle interne. Il faut se conformer en vigueur et il faut copier les bonnes pratiques. Donc, de manière résumée, donc, voilà présenter donc, les techniques de détection et de prévention de la fraude donc, dans les marchés publics. Je vous remercie pour l'attention. Merci beaucoup, Monsieur Ndiaye. Donc, on va là ouvrir la session des questions-réponses. Donc, il y aura deux sources quand même. Il y aura ceux qui sont dans les environnements qui les empêchent de se prononcer verbalement. Donc, on va inviter ces personnes-là à écrire les questions dans le chat. Monsieur Ndiaye pourrait directement lire et y répondre.
Et aussi, ceux qui veulent se prononcer de façon verbale peuvent demander à activer le micro et puis on leur active le micro. Voilà. Les micros sont d'office désactivés pendant la présentation parce que ça ne devait pas perturber. Donc là, maintenant, vous levez la main et le micro va être activé pour vous. Ou vous écrivez dans le chat. Merci beaucoup. Monsieur Kaba, allez-y. Monsieur Kaba, Alors, allez-y. bonjour. Ok, désolé. Ok. Je remercie M. Ngaï pour cette belle présentation et également le Bass Consulting. Pour aller vite à l'essentiel, ma question se situe à deux niveaux. La première, c'est une question et la deuxième, c'est un constat. Alors, en fait, c'est que j'ai compris que euh, la question d'entente collisoire, je veux dire, des cas de fraude au niveau des collisions, par exemple, n'a pas été adressée. Est-ce que ma question, c'est est-ce qu'il y a des dispositifs ou dirais-je des mécanismes actuellement au niveau de nos pays de détection de ces cas de collision, d'entente collisoire, parce qu'il y a des gros joueurs souvent, ils font ça entre eux pour justement se partager les parts de marché. Ça, c'est juste une question, mais, peut-être un constat. Je voudrais savoir s'il y a aussi tout au plus, comme on fait les cas de fraude, on traite, il y a des mécanismes, mais s'il y en a également pour les cas de collision au niveau de l'évaluation des risques. L'autre chose, c'est par rapport aussi à la suspicion des fraudes, ce qui ne garantit d'ailleurs pas qu'il y a fraude. Je l'ai même entendu hier, que je salue au passage lors de l'émission, l'entretien qu'il y a eu entre le docteur Hébert Emmanuel Vieira et M. Abassassi. En tout cas, j'encourage chacun de visionner, c'est très intéressant. Il disait ceci que le domaine des marchés publics est tout aussi passionnant que risqué. Risqué dans le sens que, ce que je comprends, il peut arriver parfois que on soupçonne des cas de fraude, mais que ces fraudes-là ne soient pas avérées. Peut-être que c'est à titre de bonne foi, ou probablement il y a eu difficulté de pouvoir concilier certaines choses par rapport à la stratégie d'acquisition qu'on souhaiterait mettre en place. Alors, comme on dit, rapport qualité-prix, des fois l'enjeu étant il peut arriver qu'un spécialiste en passation des marchés publics, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste récemment reconverti ou en cours de reconversion en spécialiste, mais il peut arriver, par exemple, qu'un spécialiste en passation des marchés publics, à titre de bonne foi, donc à bon droit, soit là en train peut-être d'exécuter, mais avec une bonne expression des besoins, selon sa compréhension des choses, mais que malheureusement, il puisse glisser des choses et que celui qui est comme évaluateur, puisque c'est un jugement, une appréciation en soi, puisse comprendre dans un sens contraire qu'il y a fraude avérée alors qu'il n'en est pas. Comment, voilà, un tel enjeu, comment adresser ça, une telle difficulté? Et puis souvent, cette personne peut se retrouver malheureusement incarcérée pour des cas dont il n'en est pas lui-même l'auteur, parce que ça n'est pas fait sciemment. Voilà, c'est un peu ça ma question. Je ne sais pas si je l'ai bien adressée, mais c'est voilà, c'est ce que je voulais poser comme question. Est-ce que vous m'avez entendu? Parfaitement, monsieur Kaba. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Anderson Oro, vous avez la parole. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci pour ce moment, pour ce webinaire. En fait, moi, je veux intervenir sur la préoccupation, pour partager, hein, je veux intervenir sur la préoccupation de notre collègue tout à l'heure, sur la collision. Voilà, j'ai cru comprendre, je ne sais pas si j'ai bien compris, qu'il n'y avait pas de sanction
voilà, lorsque cette pratique-là était mise en œuvre. Voilà. Donc, comme contribution déjà à ce niveau, j'aimerais dire qu'en Côte d'Ivoire, parce que je suis ivoirien en Côte d'Ivoire ici, déjà, il y a le code pénal qui prévoit des dispositions pour réprimer tout ce qui est comme collusion. Il y a également le code des marchés publics ivoirien, voilà, les articles 151 suivants qui posent ce genre de cas-là. Voilà, il y a également encore une loi sur la corruption qui, qui traite de ce genre de fautes-là, dans le cadre des marchés publics et la corruption. Voilà, donc déjà, dit qu'il existe des sanctions, voilà, pour les soumissionnaires aux candidats qui se prêtent à ce genre de pratiques dans le cadre des marchés publics. Voilà. Maintenant, deuxième point, j'ai cru également comprendre la question de preuve lorsqu'il y a des soupçons de fraude dans le cadre des marchés publics. Je ne sais pas si j'ai bien noté, si j'ai bien compris. Donc, autre participation, c'est que dans le cadre ici lorsqu'on constate ici des suspicions de fraude, c'est-à-dire c'est de collecter ici ces différents éléments-là. C'est-à-dire si on constate que les soumissionnaires, je prends un exemple, ont peut-être la même adresse postale, ont le même numéro, voilà, ces genres d'indices. Lorsqu'on constate cela, on collecte, voilà, et puis on peut constituer un dossier pour transmettre soit à l'autorité de régulation, comme l'a dit l'animateur, ou à une autre structure qui est dédiée, qui est également compétente. Voilà, donc c'était un peu ma contribution pour cette partie-là. Merci beaucoup. Allô? Merci beaucoup, c'est très bien reçu. Merci de la contribution également. On a une main levée, on ne sait pas, c'est écrit HP, on ne sait pas si c'est monsieur ou madame HP. Bon, la personne se reconnaîtra et voudra bien se présenter avant de se prononcer. Oui, bonjour. 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 Moi, je m'appelle Monsieur Agi, je suis au Niger, au niveau de l'autorité de régulation de la commande publique. Donc, moi, ma question, j'ai une à deux questions, surtout sur le risque de favoritisme et la défense du candidat. C'est-à-dire, j'aimerais savoir quels sont les risques et quels sont les signaux d'alerte pour détecter une offre trop basse qui cacherait un futur abandon du chantier ou un travail dissimulé. Et ma deuxième question est de savoir aussi quelle est la procédure interne qui garantit qu'un membre de la commission d'appel d'offres n'a pas les liens directs avec les soumissionnaires. Voilà les deux questions que j'aimerais poser, quoi. Merci beaucoup. Vos questions sont bien enregistrées. Donc, Monsieur Ndiaye, le reste des questions est dans le chat. Je pense que ça commence par Monsieur Diarra, dès le tout début. Est-ce que vous avez accès au chat, Monsieur Ndiaye? Monsieur Ndiaye, vous avez accès au chat? Monsieur Ndiaye?
Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend maintenant. Oui, je pense que mon micro était fermé. D'accord. Donc, vous avez entendu toutes les questions. Je pense qu'il y a également des questions dans le chat. Est-ce que vous avez accès au chat? Oui, mais je n'arrive pas à visualiser les questions. Bon, on peut vous lire cela, hein, il n'y a pas de problème. C'est bon, vous notez là? Donc, je vais répondre oui, je vais répondre aux premières questions, après vous me lisez les questions du chat. Ok, il n'y a pas de souci. Super. Donc, je vous remercie pour les interventions hein, donc, qui sont très pertinentes. Je remercie aussi le deuxième intervenant. Je pense qu'il a même bien répondu aux questions. Par rapport à la première question, donc portant sur la collision, bien entendu, en fait, actuellement, il y a des dispositifs donc, qui permettent donc, de lutter contre la collision. Si je prends le cas du Sénégal, donc, que je maîtrise plus, pour les marchés de partenariat public-privé, donc c'est comme au niveau de la France, hein, donc il y a la déclaration donc, même des bénéficiaires effectifs. Donc on remonte même jusqu'aux actionnaires, donc pour avoir même l'identité des actionnaires donc, et des bénéficiaires effectifs. Donc ça permet après donc, de réduire donc, les questions de collision donc, dans les marchés publics. Donc généralement, donc, les entreprises sont possédées par une même personne. Donc, on va, dans le cadre d'une consultation, vous allez voir que c'est le même actionnaire, donc on retrouve dans les 3 entreprises. Donc, il y a ce formulaire-là à remplir, donc concernant la déclaration du bénéficiaire effectif. Comme l'a dit aussi le deuxième intervenant, donc il y a aussi des sanctions hein, qui sont prévues. Donc, même dans les chartes d'éthique et de transparence qui sont signées par les soumissionnaires, et par les acteurs de la passation des marchés. Donc, il y a ces déclarations donc, portant sur ces engagements portant sur le conflit d'intérêts. Donc, et qui parle de conflit d'intérêts parle aussi de collision. Donc, c'est bien encadré. Hein. Donc, il y a des dispositifs donc, existants. Et il y a aussi des dispositifs de contrôle donc, qui sont là. Donc, à savoir, comme exemple, donc, la déclaration du bénéficiaire effectif. Au Sénégal, on a commencé l'utilisation récemment, peut-être il y a 1 ou 2 ans. Donc, en France, c'est fréquent, même dans le secteur des assurances. Donc, on est obligé même de remplir ce genre de formulaire. Par rapport aussi aux suspicions de faute. Donc, je pense que l'intervenant de l'émission a tout à fait raison. Hein. Donc, raison pour laquelle nous, on a dit qu'il ne faut pas se limiter aux non-conformités seulement. Il faut avoir les indices de faute, les risques résiduels de faute importants. Il faut aussi avoir les non-conformités et les faiblesses de contrôle interne. Maintenant, une fois identifiés ces éléments-là, donc comme on l'a dit à l'entame de nos propos, il faut faire l'enquête ou bien l'inspection. Maintenant, ces enquêtes ou bien ces inspections-là, ces analyses approfondies, parce qu'il faut échanger avec la personne pour avoir l'élément moral. Parce que l'auditeur vient et analyse sur la base des documents. Et avec ces documents-là, peut-être les spécialistes de passation des marchés n'étaient pas mal intentionnés, mais on ne peut pas savoir avec juste les documents. Donc, raison pour laquelle il faut avoir des entretiens donc avec ces spécialistes en passation des marchés. Et ces entretiens aussi nous permettront de réunir ces 3 éléments-là, à savoir l'élément moral, l'élément matériel et l'élément légal. L'élément légal, on peut l'avoir sur la base des textes. L'élément matériel, on peut l'avoir aussi sur la base des documents. Mais l'élément moral, donc il faut des entretiens donc pour voir si la personne était mal intentionnée ou non. Donc, raison pour laquelle donc, il est nécessaire donc d'avoir ces entretiens avec ces acteurs de la passation des marchés. Pour les offres anormalement basses, je pense, oui, l'auteur a tout à fait raison. Donc, en général, on parle d'offres anormalement basses, offres anormalement élevées, mais ce n'est pas encadré. Moi, récemment, je pense que je vais partager le document. J'avais même proposé donc, une méthode pour un peu encadrer des offres anormalement basses ou anormalement élevées. Parce qu'une offre est anormalement basse, sur quelle base on va utiliser? La première question, est-ce qu'on va utiliser le montant estimatif ou bien est-ce qu'on va utiliser la moyenne des offres conformes? Parce que si on utilise le montant estimatif, ça veut dire qu'on s'est basé sur nos propres documents. Mais peut-être on peut se tromper sur le montant estimatif. Et là, dans ce cas, on va passer à côté. On va juger une offre anormalement basse alors que tel n'est pas le cas. Ou bien est-ce qu'il faut regarder la moyenne des offres conformes? Ça aussi, c'est une autre possibilité qui est là.
Donc, généralement, on dit offre anormalement basse, mais ce n'est pas encadré. Mais c'est à l'acteur, ou bien c'est à vous, structure de régulation des marchés, donc de mettre des dispositions dans les dossiers types, dans les dossiers d'appel d'offres type, pour encadrer les offres anormalement basses. Moi, dans ma proposition, je disais que si donc, les offres sont homogènes, on doit utiliser la moyenne des offres conformes. Parce que je considère que si les offres sont homogènes, ce sont les soumissionnaires qui ont raison. Je lance un appel d'offres, montant estimatif pour un marché de consultants en passation des marchés. Je budgétise 40 millions. Il y a Bass Consulting qui propose 70 millions. Un autre cabinet, KPMG, propose 75, 72. Ernst & Young propose 71 millions, alors que moi, j'ai budgétisé 40 millions. Je veux me dire que bon, les soumissionnaires ont raison parce que j'ai mal évalué le marché. Et sur cette base, je considère la moyenne des offres conformes. L'autre hypothèse, les offres sont hétérogènes. Il y a des offres à 20 millions, d'autres offres à 70 millions, d'autres offres à 100 millions. Les offres sont hétérogènes. Et si les offres sont hétérogènes, donc je prends mon estimation comme référence. Donc, c'est la proposition que j'avais eu à faire. Donc, et ça, généralement, ce n'est pas encadré donc, par les structures, par les autorités de régulation. Mais il y a moyen donc, de l'encadrer donc, au niveau du dossier type. Mais en tout cas, moi, c'est mon raisonnement personnel. Donc, lien entre les soumissionnaires donc, pour éviter les collisions. Donc, en général, dans les institutions internationales, donc, même si au moment du recrutement, moi, j'ai déjà eu à faire l'entretien avec les MCA et même au niveau de la banque ou bien d'autres institutions internationales. Donc, c'est le même procédé. Hein? Donc, vous faites une déclaration, comme quoi que vous n'avez pas de lien direct avec quelqu'un qui travaille dans la banque. Si vous avez un lien direct, il faut le préciser. C'est comme avec les demandes de visa. Je pense que aussi c'est la même méthodologie aussi qui devrait être utilisée donc, pour réduire ces risques aussi dans ce domaine. Mais c'est très fréquent dans les institutions internationales, c'est ce même type de formulaire. Pour les programmes, certains programmes du MCA aussi, c'est le même type de formulaire. Pour certaines demandes de visa aussi, donc on a ces mêmes types de formulaires. Maintenant, tout centralisé dans une base avec l'intelligence artificielle, facilement on peut faire des recoupements. Mais c'est surtout l'intelligence artificielle qui va aider à faire les analyses de données. Je pense, M. Akibou, j'ai fini avec les questions notées. Merci beaucoup. Elles sont longues, hein? Ce que je vois là en commentaire, mais bon, on va y aller. Mais avant, un petit apport par rapport à la question des offres suspectées d'être anormalement basses, par exemple, ou élevées selon les cas. Bon, il faut reconnaître qu'il y a des États, par exemple, qui ont... C'est un débat que j'ai fait aussi avec les Sénégalais. Hein. Ça faisait même partie des recommandations de formation qu'on devrait remonter à l'autorité de régulation. Je vais peut-être voir comment, encore une fois, partager les conclusions avec la COP cette fois-ci, puisque le directeur général, bon, que je connais bien, est nettement plus réceptif maintenant. Je vais voir si cela pourrait prospérer. Donc, vous aussi, peut-être qu'on va vous inviter, M. Ndiaye, à faire la même démarche pour vraiment essayer de pousser un peu. Bon, avec la dématérialisation que vous avez aujourd'hui avec Apple, c'est que ça devrait être intégré normalement. Mais on ne dématérialise que ce qui était matérialisé d'abord. Donc, il faut qu'on le matérialise avant de le dématérialiser. Et vous prenez le cas spécifique du Bénin, ça a été pendant longtemps un problème. Mais aujourd'hui, le Bénin a fait un effort en prenant une technique quand même qui est plus ou moins, je dirais, hybride. Parce que vous avez pris la méthode basée sur le montant prévisionnel, qui est la méthode chouchou de la Banque mondiale, par exemple. 20% en dessous du montant prévisionnel. Il y en a qui parlent de la moyenne. Vous avez la technique de l'écart type, mais des techniques qui ont aussi des risques parce que quand vous n'avez pas un certain nombre d'offres, c'est compliqué à rendre pertinent. Vous avez l'écart type. Vous avez aussi la méthode hybride que le Bénin utilise, c'est-à-dire ils accordent une pondération carrément entre du 0,4 et du 0,6 affectée. Une partie de la pondération est affectée au montant prévisionnel et l'autre partie à la somme des offres corrigées, c'est-à-dire la moyenne des offres corrigées. Pour pouvoir avoir une formule de détection quand même, je dirais, légale. Donc, ça met tout le monde à l'aise et on a des éléments vraiment factuels pour suspecter. Et là encore, même, ça n'est que de la suspicion. Pouvoir suspecter une offre d'être anormalement basse. Donc, je comprends l'inquiétude de celui du Niger et
je crois que par rapport à ça, j'ai même fait des vidéos. Hein. Je crois que j'ai fait une vidéo sur YouTube où j'ai expliqué toutes ces méthodes possibles. Et on a même fait aussi un document, peut-être qu'il pourrait le retrouver sur YouTube. En tapant Bass Consulting, il peut voir. On a fait une vidéo comme ça, il y a 1 an ou 2 ans. Et aussi prendre en compte la proposition de M. Ndiaye, par exemple. Donc voilà ce que je voulais juste rajouter comme complément. En ce qui concerne maintenant les questions, il y en a énormément. Je ne sais pas le rythme que vous allez prendre. De toute façon, on va excéder les 17 heures hein, qu'on avait prévu, mais il n'y a pas de problème. Je vous sais disponible. C'est toujours pour la bonne cause. Merci de la gentillesse, dit à M. Ndiaye. Donc, première question, M. Amadou Diarra. Donc, M. Amadou Diarra demande, les normes ISA encadrent-elles l'audit des marchés publics? Il demande si les normes ISA encadrent l'audit des marchés publics. C'est bien reçu, M. Ndiaye? Votre micro est... D'accord, c'est bon. Certains ont demandé si on pouvait avoir le document partagé dans les boîtes mail. Bon, ça pourrait être un peu compliqué. Je pense que l'objectif du webinaire, c'est de permettre aux gens de suivre parce que ceux qui ne suivent pas, s'il faut qu'ils attendent après pour avoir les documents et tout, ça n'encourage plus les gens à venir en ligne. Vous voyez, ça, c'est pas forcément ce qu'on promeut ici. Maintenant, la vidéo, ça va être mis en ligne, il n'y a pas de problème avec l'accord de M. Ndiaye qui va revoir parce que ça, il y a sa signature numérique sur la vidéo, donc il va regarder de combien d'accords on pourra publier ou pas. Et ça va même pas être maintenant parce que il faudrait pas qu'on publie immédiatement après parce que beaucoup attendent pour dire, bon, moi, je n'ai pas suivi, mais je vais suivre. Donc, il faudrait vraiment qu'on encourage les gens à suivre de façon interactive comme on le fait ici. Il ne faudrait pas qu'on fasse des choses pour décourager ceux qui viennent. Après, on a M. Mouteba Mathieu, bon, il est un peu hybride aussi, hein, RDC Guinée. Il vous remercie de la pertinence de votre exposé. Et il dit, j'ai noté parmi les mesures d'atténuation des risques de fraude, l'authentification des attestations de bonne exécution auprès des structures bénéficiaires, surtout les marchés comme un important. Quelle serait votre attitude lorsque la démarche dans ce sens n'aboutit pas? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse des services bénéficiaires, c'est-à-dire des structures émettrices de ces attestations, il n'y a aucune réponse, que ce soit par mail, téléphone ou autre, sachant que vous avez même déjà des doutes sur les documents soumis et que vous ne pouvez pas non plus attendre ad vitam aeternam des réponses qui ne viendront pas parce que vous êtes cadré par un délai. Donc, éliminer l'offre alors que les 3 éléments de détection de fraude ne sont pas réunis, notamment l'intention ou accepter l'offre malgré le doute. Qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, c'est sa question résumée. Il y a M. Loemba, mais lui, il a posé beaucoup de questions. Hein. M. Dorel Loemba, du Congo-Brazzaville, qui remercie aussi pour la qualité de la session. Il dit, je cite, « Aujourd'hui, avec les bureaux collaboratifs et parfois les numéros de standardistes uniques, on peut avoir ou faire face à des entreprises qui ont les mêmes adresses, etc. Est-ce que cela suffit pour déterminer qu'il y a collusion et une suspicion de fraude potentielle, même entreprises consultées avec des noms différents? Il parle par exemple des adresses ou coworking et autres qui ont les mêmes critères, ils utilisent les mêmes adresses IP, parfois même pour les ordinateurs, ça peut arriver. Donc ça, c'est sa question. Qu'est-ce qui l'emporte le plus dans le cas d'une investigation ou audit? Le document fourni par l'entreprise ou les lettres ou documents élaborés par le SPM et dont on peut remarquer clairement les mêmes numéros de téléphone ou adresses, espérant être compris dans la formulation de ma question. Et il revient encore avec une autre question. Il dit aussi, est-ce qu'une entreprise qui fournit dans sa proposition technique un registre de commerce et de crédit immobilier, notamment X, un RCCM, pressenti adjudicataire d'un marché, mais dont un concurrent va remettre en cause le statut juridique de cette entreprise après demande d'éclaircissement, sachant que le RCCM n'avait jamais été demandé depuis l'étape de l'AMI, ce qui est bizarre, hein? Ni moins dans les documents fournis lors de la demande de proposition, ce qui traduit que l'entreprise potentielle adjudicataire avait mis son RCCM de façon volontaire. Mais l'entreprise fournit un RCCM qui contredit celle contenue dans sa proposition technique et qui est donc produit après soumission des offres. Bon, je pense ici des propositions. Est-ce que là, dans ce cas, nous pouvons parler déjà de fraude et peut-être écarter le potentiel adjudicataire pour avancer avec un processus de passation urgent pour les bénéficiaires?
et qui a mis du temps. Un processus qui a mis du temps. Y a-t-il fraude ou pas de la part de cette entreprise? Et il y a maintenant une question qui vient de Samsung. Je ne sais pas c'est qui, Samsung. Il faut souvent faire l'effort de vous renommer quand vous êtes vous participez aux sciences. Ça permet de savoir qui est derrière, de vous appeler par vos patronymes. C'est plus élégant. Donc, Samsung SM, bon, je ne sais pas qui. La personne, je vais voir. Ah, ok, voilà. Bonsoir à tous. C'est Monsieur Sori Ibrahim Ouaïgalo. Il est du Mali. Monsieur Ouaïgalo. Pour la fraude, comment déterminer qui a acte de fraude sur la base du besoin? Est-ce sur la base du besoin ou de la rationalisation? C'est sa question. Donc, merci beaucoup pour la vague de questions qu'on a mis dans le chat et on va permettre à M. Ndiaye de répondre et de clore la session de webinaire. Merci beaucoup. Monsieur Ndiaye, j'espère que j'ai été très bien audible et fidèle plus ou moins à ce qui a été écrit. D'accord, c'est bon. Donc, à vous la parole maintenant. Monsieur Ndiaye, dès que vous êtes OK, il n'y a pas de problème, vous déclenchez votre micro et on peut y aller sans problème. Allô, c'est bon. Allô, vous m'entendez? Allô? On vous Allô? entend parfaitement, Monsieur Ndiaye, c'est bon. Ok, super. Donc, merci, hein? Merci pour la lecture. Donc, c'est bien noté. Concernant les normes ISA, les normes ISA, en fait, n'encadrent pas l'audit des marchés publics. Les normes ISA encadrent l'audit externe. Donc, il y a les normes IA qui encadrent l'audit interne. Il y a les normes ISA qui encadrent l'audit externe. Maintenant, dans le cadre de l'audit externe, donc, qui est une mission de certification, qui vise à certifier les comptes, on commence déjà par une évaluation du contrôle interne, du dispositif de contrôle. Et dans le dispositif de contrôle interne, il y a les marchés publics. Donc, les normes ISA encadrent tout ce qui est audit externe. Et dans la démarche, il faut évaluer le dispositif de contrôle interne avant de certifier les comptes. Maintenant, la passation des marchés est un élément du dispositif de contrôle interne qu'il faut aussi évaluer au même titre que les autres éléments RH, etc. Donc, les normes ISA donc, ce sont des normes d'audit externe. Il y a l'audit externe donc, qui est effectué par les cabinets d'audit externes, donc, comme KPMG, Ernst & Young, Deloitte et autres. Et il y a les normes IA donc, qui encadrent l'audit interne. Donc, dans certaines structures, il y a un auditeur interne. Et cet auditeur interne donc, travaille sur la base des normes IA. Par rapport à la deuxième question, donc, quand on fait la circularisation sans réponse, donc on est obligé de faire avec un. Mais juste, il faut vérifier l'existence de l'entreprise. Donc, si vous recevez une attestation de base consulting, comme quoi que moi j'ai eu à faire des prestations pour base consulting, vous écrivez à base consulting, vous ne recevez pas de réponse. Il faut juste vérifier donc l'existence de base consulting. Et si vous êtes un auditeur externe, il faut le mentionner dans vos rapports. Généralement, même si vous regardez bien, les auditeurs externes le font souvent dans le rapport, surtout ceux qui certifient les comptes. En général, pour les comptes fournisseurs ou bien les comptes banques, donc les auditeurs externes donc, écrivent à des banques donc, pour avoir les retours.
En général, s'ils n'ont pas de retour, de réponse, donc ils mentionnent ça dans le rapport d'audit. Si vous êtes un auditeur, donc vous êtes obligé de mentionner donc ça dans votre rapport. Si vous êtes un spécialiste en passant de chargé de l'évaluation, donc il faut juste vérifier donc l'existence de la structure donc qui a délivré l'attestation. Parce que ça peut être une structure fictive aussi. Même si la structure ne répond pas, il faut juste vérifier l'existence de la structure. Par rapport au RCCM, donc qui revient à plusieurs reprises. Donc ça aussi, c'est un indicateur de faute. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a une faute, mais ça veut dire qu'il y a un indice de faute qui est là. Et il faut mener des analyses approfondies donc, pour déterminer l'existence de faute. Même si dans certains cas, il y a des structures qui ont le même linéa, donc bien qui ont les mêmes adresses, donc il faut vérifier en fait, il faut approfondir donc pour avoir les éléments donc qui vous permettent de déterminer l'existence de faute. Et comment déterminer donc l'existence de faute? C'est pas avec la rationalisation, hein. Comme on l'a dit, besoin, opportunité, rationalisation sont les motifs de faute, mais sont les motivations des fraudeurs. Donc, en général, donc, les fraudeurs sont animés par 3 éléments, à savoir le besoin, l'opportunité et la rationalisation. Maintenant, pour déterminer l'existence de faute, il faut voir s'il y a ces 3 éléments-là, à savoir l'élément légal, il faut un texte donc, qui l'interdit. Il faut l'élément moral, donc il faut que la personne soit bien évidemment consciente de ce qu'il fait. Donc, raison pour laquelle il est important de mener des enquêtes pour avoir des confirmations. Et il faut l'élément matériel. Donc, ce sont ces 3 éléments-là qu'il faut réunir donc, pour dire qu'il y a faute ou pas. Je pense que j'ai fait le tour, hein, sauf omission de ma part. Monsieur Akibou, est-ce qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu? Je pense que c'est bon quand je fais le tour. Vous avez répondu en gros. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc, on va vous écouter encore une fois avant de fermer la session. Monsieur Ndiaye. Je remercie tous les participants, hein. Vraiment, c'est un plaisir donc, d'animer ce séminaire. Donc, je remercie aussi le cabinet Basse Consulting de m'avoir donné l'opportunité de faire cette présentation. C'est vrai que bon, moi, j'aime plutôt écrire, mais aujourd'hui, j'ai essayé de faire de mon mieux. Je vous remercie vraiment. Donc, je sais que depuis le début, on tourne autour de 47 personnes. Donc, les gens sont restés connectés, je pense. Et pour ça, je vous remercie aussi pour l'intérêt. Donc, il y avait des questions très, très pertinentes. J'ai beaucoup apprécié aussi la qualité des échanges. Aussi, je donne mon accord aussi pour la publication et j'espère qu'on va aussi garder le contact. Moi, en tout cas, je reste disponible. Donc, mes contacts sont là. Il y a aussi ma page LinkedIn. Donc, je reste disponible à vos questions. En tout cas, c'était très intéressant et très enrichissant. Donc, j'ai moi-même appris. Donc, je vous remercie du fond du cœur. Merci à vous. Donc, je pense que, bon, si ensemble on unit nos forces, bon, en tout cas, je ne sais pas dans d'autres domaines, mais dans le domaine des marchés publics, donc l'Afrique peut aller très, très loin. Et je remercie aussi Bass Consulting donc, pour toutes ces initiatives donc, qui ne sont pas que commerciales. Donc, il fait énormément de choses pour les marchés publics. Donc, pour ça, donc, je pense que nous remercions aussi donc, tout ce qu'il fait aussi pour les marchés publics. Merci vraiment, merci pour tout. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Ndiaye. Comme on l'a demandé à certains, bon, si vous voulez discuter avec Monsieur Ndiaye, poursuivre des discussions, vous l'avez sur LinkedIn. Il est, il est, il essaie disponible, c'est ce que je peux vous dire. Et Monsieur Ndiaye, qu'on va quand même retrouver sur d'autres créneaux parce que c'est juste une ouverture. On va travailler encore sur d'autres créneaux ensemble. Vous le retrouverez avec nous.
tout ensemble. Et ce que je peux aussi vous inviter à faire, c'est bon, vous le verrez hein, sur la photo de profil de son compte LinkedIn, le livre Contrôle des marchés publics qu'il a écrit et qu'il a arrimé sérieusement à la cartographie des risques. Donc, il est très important que, que vous puissiez quand même voir dans quelle mesure acquérir cet ouvrage-là. C'est rare. Moi, je lui ai dit la dernière fois à Dakar, je lui disais, mais écoute, ce que tu as fait, moi, je ne peux pas faire. Hein, parce qu'il faut qu'on soit honnête. Ma soeur a écrit un livre, moi, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais faire ça. Je suis beaucoup plus dans des contenus short, vous voyez, bon, voilà, avec l'attitude de paresseux, là. Mais bon, c'est un livre que j'ai moi-même pris et que beaucoup avaient commandé à travers moi. On a eu des échanges à Dakar très fructueux. Donc, je vous invite vraiment à le contacter inbox selon vos pays respectifs. Il pourrait vous dire comment vous allez obtenir le livre. Et ça ne coûte même pas grand-chose en plus. Je ne pense pas qu'il est même fait pour l'argent en plus parce que quand tu regardes le coût et ce qui a été fait avec l'édition, c'est vraiment à la limite dérisoire, quoi. Donc, je vous invite à reprendre avec cette habitude de lecture. C'est nous tous. Lisons, c'est vrai, il y a des webinaires tout ça, l'attitude où on est beaucoup plus interactif, c'est un peu plus passif, quoi. Mais faisons l'effort de lire aussi. Parce que dans le métier des marchés publics, il y a beaucoup de problèmes qui sont dus au manque de lecture. Moi, j'ai la chance de former beaucoup. Et c'est ironique, parfois, tu sens que les gens ne lisent même pas. Il y a des SPM qui ne lisent pas. Ils ne lisent que lorsqu'ils ont un problème. Certains même ne veulent même pas aller lire. Ils veulent juste demander à quelqu'un qu'est-ce que je fais. Tout simplement. Il t'appelle à minuit, à 2 heures du matin, j'ai tel problème, je fais quoi? Tu me conseilles quoi? Tu lui donnes la réponse et puis il évolue. Il a des textes à côté, il ne lira pas. Donc, il va falloir qu'on change un peu cette habitude-là et qu'on fasse l'effort de lire. C'est de la discipline. C'est vrai, c'est pas facile. C'est de la discipline. Lisons. Et ce livre-là, Contrôle des marchés publics, pourrait vous permettre de faire vraiment un tour 360 parce que ça aborde beaucoup de questions à la fois. Il n'est pas volumineux, il est assez digeste. Merci beaucoup à vous. Merci à M. Ndiaye de sa disponibilité. Merci et je vais vous souhaiter bon retour dans votre quotidien du week-end et excellent début de week-end aussi en anticipation pour le lundi. Merci. Excellent début de semaine plutôt pour le lundi. Merci. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup.